Alors, si vous le permettez, comme avec Jacques Transon, on se connaît, on va se tutoyer donc, lors de cet échange. Donc moi, je suis Franck Renaud, je suis responsable de la revue Place Publique, dont le fondateur est Chaplin, et Thierry Guidet, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est là dans les derniers rangs comme les mauvais élèves. Et nous avons donc, Hervé Baucher l'a évoqué, ce rendez-vous annuel régulier avec le Café Citoyen Chaplin qui fait une belle activité ici à La Chapelle avec les rendez-vous qui vous sont proposés. Ce soir, donc, on va parler fake news, ou pour ne pas employer le terme anglais, on va parler des infox. Jacques, tu nous diras peut-être ce qu'il en est du point de vue de la terminologie. On va donc voir ce que les fake news nous font à la société française, comment elles peuvent secouer, altérer la vie démocratique, et puis surtout, comment répondre à ces fake news, comment essayer d'être mieux, d'être bien informé. Alors pour commencer, pour te lancer, peut-être juste quelques éléments. Il y a eu une enquête de BVA, l'Institut de mesure, de sondage BVA en 2019, et qui précisait que selon une mesure donc faite auprès des Français, près de 3/4, 73% des Français pensaient avoir dans les lectures, ce que vous écoutez, ce que vous voyez, ce qui est relayé par des amis, des proches, des collègues de travail, 73% des Français pensent avoir été confrontés à une infox, une fake news. Parmi ces 73%, 23%, un petit quart, estiment avoir été induits en erreur. Et un Français sur 4 déclarait avoir relayé cette fausse information, cette info, dans son entourage, sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que ça nous fait, tout ça, Jacques? Qu'est-ce que ça fait à notre vie en commun, notre vie collective de tous les jours? Ça la perturbe. C'est peut-être pour ça que vous êtes là, ce soir, essayer de comprendre ce qui se passe, et puis comment on peut être confronté à ça et surmonter tout ça. Donc je vais juste dire un petit peu de présentation de qui je suis, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc moi je suis Jacques Transon, je suis un journaliste depuis 30 ans à peu près. J'ai fait une carrière dans la presse écrite tout à fait honorable. J'ai été à la Croix, aux Échos, j'ai passé pas mal de temps à l'Express. Il s'est passé un truc étrange il y a 6 ans, c'est que j'ai cofondé un média qui s'appelle Médiacité, médiacité.fr, donc qui n'est disponible qu'en ligne. Et j'ai quitté un beau poste de rédacteur en chef à l'Express pour me lancer dans l'aventure de la création d'une entreprise de presse. C'est un peu fou. C'est pas l'objet de la rencontre de ce soir, mais il y aura peut-être des questions et j'y répondrai volontiers. Et donc, Médiacité, c'est un média d'investigation locale qui est présent à Nantes, mais pas uniquement, qui est également présent à Lille, à Lyon, à Toulouse, et on espère bien pouvoir continuer de constituer le réseau. Voilà. Donc vous avez un pur produit, presse écrite, bien formé, tout ce qui va bien. Et vous avez un journaliste qui vient spécialement pour vous, et gracieusement, pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui vous tient à cœur, c'est comment on s'informe aujourd'hui, comment on peut s'informer correctement aujourd'hui, et comment on peut éviter d'être inondé d'infos, de contenus, voire de mauvaises infos, voire d'intox ou de fake news. Et ce sujet me perturbe peut-être autant, voire plus que vous, parce que comme journaliste producteur d'informations, je constate qu'il est très difficile de faire émerger des informations, on va dire, estampillées journalistes. Je pourrais vous dire ce que c'est une information selon moi, par comparaison à des fake news ou à du boulga que vous voyez sur les réseaux sociaux, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ou qu'on vous bombarde à longueur d'alerte. Voilà, donc ça c'est le contexte général. Donc moi je suis toujours hyper heureux de pouvoir discuter du métier que j'ai choisi entre mille et de discuter avec des gens sur l'information. Comment on s'informe, comment on peut mieux s'informer, qu'est-ce qu'il faut éviter comme piège, parce que je pense qu'on n'y prête pas assez attention et qu'on a un enjeu majeur, et je dis bien majeur, et on va utiliser le terme démocratique, parce que quand on est mal informé,
eh ben, on pense mal, on raisonne mal et on vit mal. Voilà. Quand on mange mal, ben, on peut avoir des répercussions sur sa santé. Quand on s'informe mal, on peut avoir une vision pervertie du monde et ne pas agir en citoyen éclairé. Voilà. Donc une fois que j'ai dit ça, on va rentrer dans le détail. Je vous ai fait une petite présentation pour ce soir et j'ai eu envie de remettre le contexte des fake news et donc j'ai mis. Super. Voilà. Donc, les fake news, en fait, c'est un néologisme qui a surgi assez récemment. En fait, si on remonte l'origine des fake news, ça vient d'une émission d'un talk show sur les chaînes américaines qui s'appelle The Onion. C'est donc une émission qui a été rattachée au Daily Show, voilà. Et c'était une émission satirique. En fait, ce sont des gens qui se moquaient des journalistes et puis ils parlaient de fake news, fake news, fake news. C'est comme ça que le mot a été popularisé. Donc on est en 1999. Mais évidemment, celui qui a popularisé les fake news, c'est Donald Trump. Donald Trump, donc président des États-Unis entre 2016 et 2020. Et donc c'est lui qui n'arrêtait pas de dire aux journalistes, vous proférez des fake news, fake news, fake news. Et c'est lui qui l'a popularisé. Donc les journalistes ne savaient pas trop comment réagir par rapport à un président des États-Unis qui proférait des non-vérités, des mensonges. Il y a d'ailleurs des confrères du Washington Post qui se sont amusés sur l'année 2018 à repérer le nombre de fake news, donc de mensonges que proférait Donald Trump, et il en faisait 15 par jour. 15 par jour. Okay. Alors, je crois qu'il y a eu des jours où il était beaucoup plus productif. Alors, fake news, c'est pas des mensonges, en fait, j'ai utilisé le terme, mais au sens strict, fake news, c'est des informations qui ont été volontairement tronquées, falsifiées pour manipuler vos cerveaux. D'accord ? Donc, c'est pas uniquement une erreur, une approximation ou un mensonge, c'est quelque chose qui est étudié. Pour vous tromper. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais est-ce que c'est vraiment nouveau, quoi ? Pourquoi on en parle autant ? Et donc, j'ai remonté dans l'histoire, et puis je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter sur Léo Taxil. Alors, Léo Taxil, je l'ai appelé l'embobineur professionnel. Donc, c'est un monsieur qui a vécu au 19e. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait fortune dans la presse à grand tirage. Et la presse à grand tirage était alimentée de bobards. C'est-à-dire qu'il n'a eu de cesse, toute sa vie, dans ses journaux, de raconter des bobards. Et le plus grand bobard qu'il ait raconté, et ça vous rappellera des souvenirs, c'est le complot judéo-maçonnique. Au 19e siècle, il a répondu l'idée que les juifs et les francs-maçons commandaient le monde. Et ça a eu énormément de popularité. Et du coup, il vendait. Il a été très loin dans les bobards, puisqu'il a été jusqu'à rémunérer des comédiens pour venir appuyer ses dires, c'est-à-dire dans ses articles, il annonçait qu'il allait se passer telle et telle chose, et puis en fait il se passait vraiment ces choses, puisqu'il y avait des comédiens ou des comédiennes qui venaient concrétiser en fait ces dires. Le gars a eu une existence très étonnante. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Le fameux complot judéo-maçonnique, donc c'est là. Vous en avez donc une illustration, hein, ça avait énormément de succès, ça a vraiment défrayé les chroniques, et on peut dire que c'est une fake news. Voilà, c'est une fake news du 19e siècle. Il y a un autre personnage sur lequel je voudrais m'arrêter quelques instants, il s'appelle Édouard Bernays. Alors Édouard Bernays, donc on est fin 19e, début 20e, il a vécu très longtemps. C'est le neveu de Sigmund Freud, et donc il vit aux États-Unis. Et c'est le père de la propagande, en ce sens que c'est celui qui théorise la propagande de masse. Alors on est dans le registre de la propagande de masse, on n'est pas tout à fait dans les fake news, mais on voit qu'il y a quand même une porosité. Et cet homme-là a été très célèbre, puisqu'il a été embauché par le président Wilson, on est en 1917. Le président Wilson, président américain, s'était fait élire quelques années plus tôt, sous
l'idée qu'il fallait que les États-Unis soient isolationnistes et ne s'engagent pas dans la Première Guerre mondiale sur le continent européen. Les Américains disaient « Ok, on va t'élire pour cette raison ». Sauf que progressivement, ils se rendent compte qu'il va falloir changer d'attitude. Et donc, pour retourner l'opinion publique, il fait appel à ce qu'on appellerait un propagandiste ou un publicitaire. Et Edward Bernays invente la figure de l'oncle Sam, qui était déjà légendaire aux États-Unis. Et donc, l'US Army a enlist you, j'ai besoin de toi pour venir combattre. Et il y a tout un programme très astucieux pour retourner l'opinion publique et montrer qu'il faut venir au secours des Européens contre les Allemands. Alors, il s'est fait aussi connaître pour avoir popularisé la cigarette chez les femmes. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec les grands manufacturiers du tabac. À l'époque, fumer pour une femme, c'était totalement inconcevable. Inconcevable, c'était même considéré comme vulgaire. Et donc, il a réfléchi, il s'est dit, mais moi, je vais trouver une astuce pour que fumer pour une femme soit un principe d'émancipation. Et il est allé voir les suffragettes, c'est-à-dire les femmes qui revendiquaient le droit de vote, elles n'avaient pas le droit de vote. Et donc, à l'occasion d'une grande manifestation, ils avaient donné des cigarettes à des manifestantes. Elles ont toutes sorti leurs cigarettes en même temps et elles les ont allumées. Et on a appelé ça les Torches of Liberty, donc les torches de la liberté. Et donc, la cigarette devenait un emblème de libération. Et c'est comme ça que le marché du tabac a pu faire un x2, puisque les femmes se sont mises à fumer. Voilà. Le breakfast, American breakfast, on croit que c'est naturel, que ça vient toujours, mais non, c'est une fabrication. Donc on est là encore dans l'univers de la propagande. Merci monsieur Edward Bernays. Donc grâce, il s'est mis d'accord avec les producteurs de bacon, et puis tout d'un coup, on s'est dit que pour être en forme, il fallait commencer sa journée en mangeant du bacon, des œufs, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que c'est né. D'accord ? C'est une construction. C'est pas un fake news au sens strict, mais on est dans le registre de la propagande. C'est-à-dire qu'on nous a fait gober des bobards. Alors, évidemment, il faut quitter l'histoire et essayer de comprendre ce qui se passe maintenant. Parce que si on en parle autant maintenant, c'est pour plein de raisons. Je vous en ai sorti 3 premières. Déjà, c'est qu'on évolue tous, et vous évoluez, nous évoluons dans un monde d'une grande complexité. On ne sait plus qui croire, que croire. On est perdu. C'est trop compliqué. Et quand c'est trop compliqué, on a plutôt envie de se rassurer en pensant à des choses simples. Voilà. Parce que personne n'aime l'incertitude. Personne n'aime ne pas comprendre, d'avoir de repères. Les faiblesses démocratiques, ce que je veux dire derrière ça, c'est que la démocratie a plutôt eu tendance à s'imposer, mais avec toutes les faiblesses que vous lui connaissez, notamment des faiblesses de représentation, c'est-à-dire que les élus ne sont pas représentatifs, avec l'idée qu'il ne peut y avoir qu'une vérité dominante et qu'un seul registre du politiquement correct. Vous voyez ? Tout le monde pense pareil. Et si tout le monde pense pareil, naît le souhait d'avoir des vérités alternatives. Donc il y a forcément un contre-pied. Donc ça rentre aussi en ligne de compte. Et des multinationales superpuissantes, là on retrouve le phénomène de propagande que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez des structures, des entreprises très puissantes qui sont en capacité de storyteller, comme on dit en bon français, c'est-à-dire de raconter une histoire du monde et de vous emmener dans un registre publicitaire pour vous faire acheter ce qu'ils souhaitent vous faire acheter. Ça va très loin, et là on retrouve à mon sens des fake news. Vous avez quand même des publicités absolument incroyables. Donc à gauche, vous avez une cantatrice, donc Air Singing Coach Advise Light Smoke, c'est-à-dire en gros, son coach lui demande avant de chanter de fumer. Bien sûr, c'est connu que quand on fume, on a une belle voix. Ça n'arrive pas à la voix. Voilà. Ça vous fait sourire, vous avez raison de sourire. Sauf que c'est une vraie publicité, c'est pas un fake news. Ça a été diffusé. Et à côté, un autre exemple, donc, si vous voulez bien commencer dans la vie, il faut boire du soda, il faut boire du Coca-Cola ou du Pepsi, et très tôt, des bébés.
Alors que vous savez très bien que si vous donnez du poisson sucré à un enfant dont la digestion n'est pas finie, ça va être catastrophique. Ok ? Donc ce n'est pas les fake news comme on les imagine, mais vous voyez qu'on n'est pas très loin. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, c'est pas suffisant, parce que ce qui se passe maintenant, c'est l'avalanche d'infos avec un contenu énorme, donc un tsunami, qui passe essentiellement par les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, bon, ça a eu maintenant à peu près 15-20 ans, vous les connaissez, hein, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, et j'en passe. Donc là, vous avez une accélération de la diffusion d'informations. Vous avez des producteurs d'informations qui ne sont pas vraiment identifiés, c'est-à-dire que vous avez du contenu qui circule. Voilà. Donc on sort totalement de la logique médiatique historique, avec un journal avec une sorte de temporalité qui est liée à la publication du papier. Et vous avez une avalanche de contenus qui ont des conséquences très fortes. C'est que sur ces supermarchés des contenus, vous avez un impact redoutable qui vient renforcer le phénomène des fake news. Alors je vous ai sorti 4 chiffres juste pour que vous perceviez ce qui se passe. Sur ces réseaux sociaux, vous avez plein de contenus. On constate qu'une infox, un fake news, est à peu près 6 fois plus virale qu'une information sérieuse. Alors, comment on arrive à ce genre de choses? C'est-à-dire qu'on est capable d'isoler des informations qui sont fausses. Elles touchent à l'émotion. Et comme elles touchent à l'émotion, eh bien, tout être humain normalement constitué a envie de la partager. Voilà. Ça vous a heurté, ça vous a choqué, ça vous a surpris, ça vous a agacé, ça vous a fait rire, vous diffusez. D'accord ? Et donc, les gens qui veulent diffuser des fake news utilisent le ressort de l'émotion plutôt que de la raison, parce qu'ils savent que c'est grâce à ce levier-là que vous allez diffuser l'information considérablement plus qu'une information sérieuse. Deuxième exemple, TikTok. En ce moment, on parle beaucoup du réseau TikTok. Hein, il est plutôt prisé par les jeunes, mais il va s'étendre. Il commence déjà à s'étendre au-delà de la catégorie des jeunes. Une étude toute récente qui montre qu'il y a à peu près 20% des vidéos TikTok qui sont totalement fausses. C'est-à-dire on vous présente des choses erronées, trafiquées. Alors vous allez dire, mais il y a encore 80% de sérieux, mais moi j'estime que 20% c'est déjà énorme. 50% des partages se font sans connaître la source de l'information. Et ça, je pense que tout le monde l'a fait, moi aussi. C'est-à-dire que, une fois de plus, quand on est touché par l'émotion, on partage, on croit bien faire, on veut alerter, mais on ne sait pas d'où vient l'information. Et donc on participe, on est tous acteurs de la diffusion des fake news. On ne remonte pas à la source, on ne vérifie pas. On n'a pas ce petit réflexe de savoir qui est derrière, qui a produit l'information. Et encore un biais important, c'est que 1% des détenteurs de comptes sur les réseaux sociaux produisent 33% des informations. Donc vous avez une distorsion, des gens très bien constitués, des groupes de pression qui veulent défendre leurs idées ou influer, qui, même s'ils sont peu nombreux en effectif, ont une influence énorme sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez bien, par ces 4 chiffres, l'effet distordant des réseaux sociaux qui vient amplifier le phénomène de fake news. Alors, c'est pas très gai et c'est pas fini. Parce qu'après les fake news, vous allez avoir, et vous avez déjà les deep fake news. Donc les deep fake news, c'est en fait des fake news encore plus sophistiquées qui reposent sur l'intelligence artificielle. Parce qu'on est capable de faire des choses absolument incroyables avec l'intelligence artificielle. Par exemple, là, vous avez une image de Mark Zuckerberg, à qui on a fait tenir un faux discours. Et tout simplement, par la lecture, donc on divise son visage comme une toile d'araignée, et donc on voit comment ses lèvres évoluent, comment son visage change, et donc on est capable, à partir de là, de reproduire un discours qui vient épouser l'évolution de son visage. D'accord ? Donc on est absolument convaincu que c'est lui qui parle. Voilà, on peut faire ça assez rapidement.
On peut truquer les images, hein, ça c'est plus simple à comprendre. Et donc tout le monde s'engouffre dans cette voie-là. Là, sur la gauche, vous avez une fake news qui a été réalisée pour une bonne cause. Ça a été très critiqué, mais la bonne cause, c'est une association de lutte contre le sida. Et donc, ils reprennent tous les codes de la télévision, une image de Donald Trump, breaking news, donc urgent, hein, alerte, le sida is over, donc AIDS is over, donc sida, c'est fini, on en a fini avec l'épidémie du sida, et c'est Donald Trump qui le dit, dans un cadre totalement, officiel, avec Washington DC, etc., l'heure, etc., etc. Donc, ce que je veux dire par cet exemple, c'est que le trucage des images, il est extrêmement facile. Le trucage des voix est extrêmement facile. Vous pouvez vous retrouver demain sur un réseau social, si vous êtes en conflit avec votre voisin et qu'il est un peu futé, il peut vous faire dire n'importe quoi sur Facebook et diffuser autour de lui. C'est très facile. C'est très facile et c'est très dangereux. Et donc je vous prends juste un exemple. C'est le scandale Cambridge Analytica. Alors, vous en avez sans doute entendu parler. Pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, je vous raconte l'histoire. On est en 2014. 2014, c'est donc avant l'élection de Donald Trump. Et donc, vous avez une société anglaise qui s'appelle Cambridge Analytica, qui réussit à récupérer par un subterfuge des dizaines de millions de comptes Facebook. En passant par un chercheur qui fait un quiz pour une recherche, etc. Et les gens sont rémunérés pour répondre au quiz, mais pour répondre au quiz, il faut qu'ils passent par leur profil Facebook. Et comme ça, ils récupèrent 87 millions en fait, de comptes d'utilisateurs Facebook. Et ils les filent à la société Cambridge Analytica, qui utilise l'intelligence artificielle et qui regarde toutes les données relatives à ces comptes. Et donc, si vous étiez dans ces 87 millions, donc on saurait à peu près tout ce que vous avez fait sur Facebook, tous les likes que vous avez, sur lesquels vous avez commenté les publications de vos amis, et plus loin encore, on connaît vos amis, on peut même aller chercher l'identité de vos amis et cataloguer tout ça. Et ils l'ont fait dans un but très précis, c'est de savoir pour qui vous votez et quelles sont vos convictions. Et après, ils ont croisé ça avec des catégorisations politiques, et ils se sont dit, telle personne, il faut lui dire telle chose, telle personne, il faut lui dire telle chose, il faut appuyer sur autre chose. Et ils ont réussi à influer sur le vote de ces dizaines de millions de personnes. Alors ça ne marche pas à 100%, mais en tout cas, ils ont réussi à ventiler un discours qui était différent et qui émanait des mêmes personnes, c'est-à-dire, en l'occurrence, c'était pour influer pour Donald Trump. Et donc vous voyez comment vous êtes manipulé en fonction de données qu'on a récupérées sur vous et comment on peut attribuer un discours qui vous est ciblé pour vous manipuler. Et donc c'est pas le discours unique, c'est-à-dire qu'il y a un discours personnalisé en fonction de votre profil. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc on estime que ce scandale a favorisé l'élection de Donald Trump, c'est sans doute pas la seule raison, hein, ainsi qu'à favoriser le Brexit la même année, enfin en 2016. Facebook a été condamné d'ailleurs pour ne pas avoir protégé assez ces données, mais en tout cas le mal était fait. À la tête du Cambridge Analytica, vous aviez M. Merger, qui était le principal financeur de Donald Trump, de la campagne de Donald Trump. Et vous aviez Steve Bannon, je cite le nom parce que vous en avez peut-être entendu parler, qui était un des conseillers proches de Donald Trump. Bon, ils se sont fâchés depuis. Alors, donc là, normalement, ça devrait vous démoraliser. Là, vous vous dites, on ne va pas s'en sortir. C'est trop dur. Et donc, il ne faut jamais désespérer. Donc, on va essayer de voir comment on peut se désintoxifier le cerveau. Alors, avant d'essayer de trouver, il faut déjà qu'on soit au courant qu'on a tous des biais. On appelle ça des biais cognitifs, c'est-à-dire la façon dont on réagit par rapport à de l'information est très particulière. Et personne n'y échappe. Donc il y a plein de biais cognitifs, je vous en ai sélectionné 3. Déjà, on est tous paresseux. C'est la paresse cognitive.
En gros, on préfère postuler qu'une information est vraie plutôt que de le vérifier par nous-mêmes. Parce que ça demande un effort. On est tous paresseux. Donc il faut juste avoir conscience de ça. Le biais de confirmation, c'est plus l'information est relayée, plus on pense qu'elle doit être vraie. Enfin, si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai. Or, on a vu qu'il y avait énormément de biais sur les réseaux sociaux, puisqu'il y avait ce phénomène d'emballement que vous ne contrôlez pas. Le troisième biais, c'est le biais de renforcement, c'est-à-dire on a toujours tendance à aller vers chercher des infos qui valident ce qu'on pense déjà. On adore avoir raison. On n'aime pas avoir tort, donc on va plutôt chercher des infos qui valident ce à quoi on pense. Et après, il y a un biais de représentativité, c'est-à-dire c'est un biais qui consiste à porter un jugement à partir de quelques éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs. C'est-à-dire, on est montré quelque part qu'on est intelligent, qu'on a compris, et donc on rapproche des arguments et on se fait un film, en quelque sorte. Alors je vous ai mis un film ici, c'est le chat de Gueluc, donc c'est une vieille image, mais je l'aime beaucoup. J'aimerais tout de même savoir comment il se fait que le pape se sente obligé de démissionner, donc il parle de Benoît XVI, pile poil au moment où éclate le scandale des lasagnes au cheval. Tout ça n'a pas l'air très catholique. Ok ? Donc vous avez compris le principe. Alors, comment on fait ? Eh bien, c'est très dur. C'est très dur. Et alors, je me suis dit, mais je vais essayer de vous transmettre juste un mot que j'adore, que j'ai découvert pour cette présentation, qui s'appelle la zététique. Alors, la zététique, c'est un mot grec, et en fait, c'est l'art du doute. L'art du doute. Et donc, la meilleure façon de combattre les fake news, c'est d'adopter l'art du doute. L'art du doute, c'est de jamais croire la première chose qui vous tombe sous le nez. C'est toujours s'interroger sur la source, qui est le producteur d'information. C'est d'essayer de vérifier, de ne jamais croire une seule personne. En fait, c'est de faire un peu un travail de journaliste. Hein. Moi, ma femme m'engueule toujours parce que je ne la crois jamais sur parole. Chaque fois qu'elle me dit un truc, je dis « D'où tu tiens ça ?» mais c'est une déformation professionnelle, mais je vous incite à avoir ce même recul critique. Et donc ça s'appelle la zététique. Donc si vous retenez ce mot et que vous l'adoptez, il y aura une chance peut-être pour que vous puissiez être mieux armé par rapport aux fake news. Je n'ai pas de solution magique pour vous. Vous êtes obligé de bosser, obligé d'adopter cette attitude critique. L'esprit critique est notre avenir, ne l'économisons pas. Voilà. Alors, c'est la fin, donc je crois que j'ai tenu les délais. Il y a sans doute plein de questions, et donc je vais juste faire un petit passage de pub, parce que si on s'est lancé, il y a 6 ans, pour créer Médiacité, c'est pour produire la meilleure information possible, en respectant les canons du journalisme, c'est-à-dire la hiérarchisation, la vérification, etc., etc., et en essayant de produire le meilleur pour vous. Voilà. C'est ça notre motivation. On ne voulait pas s'enrichir, on ne voulait pas devenir Citizen Kane ou je ne sais qui, et on s'est lancé pour défendre le métier. Des métiers qui étaient très perturbés parce que la fabrique de l'information dysfonctionne. Parce que là, on a parlé des fake news, donc qui sont plutôt produits par des gens qui ne sont pas journalistes, mais après on peut parler de la mauvaise information qui est produite par les journalistes, sans doute en conséquence des fake news aussi. Et donc, pour vous ce soir, si vous notez ce lien, vous pourrez accéder gratuitement pendant 48 heures au site et voir ce que Médiacité produit et ce que produit de différent et de nécessaire pour votre meilleure compréhension du monde. Voilà. J'ai envie de vous raconter, peut-être, si j'ai encore 5 minutes. Non, mais expose peut-être un peu ce qu'est Médiacité. On en parlera après la pause, je pense. J'ai envie de vous raconter une histoire, juste pour illustrer. Ça se passe en octobre, le 11 octobre 2022, donc c'est tout récent. Ça se passe à Marseille, gare Saint-Charles. Il y a une jeune femme qui est une influenceuse sur TikTok. Une influenceuse, c'est quelqu'un qui, vous avez compris, hein, elle parle essentiellement de la façon dont elle s'habille, dont elle mange, etc. Et puis elle parle bien, donc elle est suivie par quelques milliers de personnes. Et puis ce jour-là, elle fait une vidéo face caméra et elle dit mes amis, j'ai quelque chose de grave à vous raconter. J'ai failli être victime d'un enlèvement.
Ah bon? Et elle raconte, voilà, j'étais gare Saint-Charles, j'ai croisé une dame, une maman avec son bébé, d'origine roumaine, enfin, gens du voyage, et puis elle faisait la manche, et puis elle me disait, tu peux me donner de l'argent, tu peux me donner de l'argent pour mon bébé, j'ai besoin de lui donner du lait en poudre, est-ce que tu peux me donner de l'argent pour que je lui achète du lait en poudre? Et la jeune femme raconte dans sa vidéo qu'elle s'est dit, oui, je vais l'accompagner à la pharmacie. Et puis en fait, elle suit la dame, et la dame lui dit, ouais, non, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Et elle se retrouve dans une rue, un peu glauque, devant une porte. La dame roumaine, ou d'origine roumaine, je ne sais pas, ouvre la porte. Et puis il y avait un grand couloir noir, et là, la jeune femme, l'influenceuse, dit, et là j'ai eu peur, je me suis enfui, j'étais sûr que j'allais me faire enlever. Et après, je suis revenu à la gare Saint-Charles et j'en ai parlé à un agent SNCF. Il dit oui, il y a des risques d'enlèvement, c'est connu, on enlève des jeunes femmes, etc. Et elle raconte tout ça sur sa vidéo. 3 jours plus tard, elle avait 1,7 million de vues. Parmi les commentaires, il y avait 3200 commentaires. Et parmi les commentaires, il y avait moi aussi, ça m'est arrivé, je suis au courant, il s'est passé la même chose dans tel autre, etc. Envoyez-moi des photos, moi je vais aller les chercher, vous allez voir, ils ne vont pas pouvoir agir comme ça, etc., etc. Et donc la chose s'emballe sans preuve, mais avec un certain crédit, puisqu'il y a une personne qui parle face caméra, donc on la croit, puisqu'elle ne parle pas de façon anonyme, elle a l'air sincère, et elle est sans doute sincère. Elle a vraiment eu peur, voilà. Et après, on se fait le film, et on fait l'image de Gueluc de tout à l'heure, c'est-à-dire, elle est sincère, c'est vrai, il y a des mendiants d'origine roumaine dans la gare Saint-Charles qui font la manche. J'ai déjà entendu parler de rapt d'enfants, etc., et de trafic d'enfants, et donc les rapprochements se font, et il peut se passer quelque chose de grave. D'ailleurs, il s'est passé sur le même sujet quelque chose de grave en 2008, avec du lynchage de personnes. Vous comprenez? Donc là, on a un cas de figure où vous avez une espèce de fake news, plus ou moins intentionnelle, en tout cas une information non vérifiée, au conditionnel, un agent SNCF anonyme qui corrobore, d'après cette jeune femme, les faits, donc l'impression de la réalité. Et le phénomène s'emballe, et personne ne pratique la zététique. Donc le recul, l'art du doute. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu plainte? Voilà, que s'est-il passé vraiment? Voilà. Donc là, vous avez une illustration de ce qui peut se produire. Je vais peut-être en rester là pour l'illustration. Et juste peut-être une question, c'est moi qui vais poser la première question, mais est-ce que c'est pas une accélération de l'époque, due aux réseaux sociaux, TikTok, etc., de ce vieux phénomène de la rumeur, et à voir la salle, les gens ont tous dû entendre parler de la rumeur d'Orléans, qui était années 60-70, avec les femmes, les clientes qui disparaissaient dans les magasins. Oui, la rumeur d'Orléans, 1969, on est à Orléans, et il y a une rumeur qui est persistante sur les disparitions de femmes qui viennent tester des habits et qui disparaissent dans des cabines d'essayage, uniquement dans des magasins juifs, tenus par des juifs. Je suis désolé, on est en 69. Et alors, là encore, c'est intéressant, parce que pourquoi cette rumeur, qui ne reposait sur rien, a eu du crédit? Parce qu'il y a eu quelques éléments qui étaient factuellement vrais. Les éléments, c'était, il y avait par exemple une ouverture d'un nouveau magasin à Orléans, qui s'appelait les Oubliettes, je ne sais pas pourquoi ça s'appelait les Oubliettes, et les cabines d'essayage étaient en sous-sol, dans les caves. Voilà. Donc ça a dû contribuer. Après la traite des Blanches, parce que ça s'appelait la traite des Blanches, il y avait eu des cas à Marseille quelques années plus tôt. Donc on s'est dit, mais s'il y a à Marseille, il peut y avoir à Orléans. Voilà. Donc à chaque fois c'est comme ça, c'est-à-dire on prend des faits objectifs, on les rassemble, et on fait la rumeur. Voilà. Donc la différence par rapport aux fake news, mais on n'en est pas loin, et
c'est que maintenant ça peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et ça peut être beaucoup plus manipulatoire. Voilà. Et vous participez à l'expansion des fake news. Et est-ce que le journalisme est l'antidote à ces fake news? Parce qu'il y a, tu l'as dit brièvement, mais il y a aussi des journalistes qui produisent volontairement ou involontairement des fake news. Le cas le plus récent, c'est le couple Garrido de députés LFI de Seine-Saint-Denis qui ont été mis en cause comme employant une femme algérienne clandestine, etc. et divulgué par Le Point. Et or, tout était faux, avec manipulation sans doute politique derrière. Voilà. Donc là, vous avez un journaliste, un confrère du Point, qui a été viré depuis, qui s'est fait manipuler plutôt par un homme politique et un ex-policier, pour essayer de discréditer un couple de candidats France Insoumise. C'est Raquel Garrido et son compagnon Alexis Corbière. Voilà. Et donc le fond du problème, c'était qu'ils exploitaient et surexploitaient leurs femmes de ménage et la nounou de leurs enfants dans des conditions exécrables. Voilà. Et donc là, on est dans un cas de figure où le journaliste ne vérifie pas. Et donc on n'est pas dans du fake news au sens strict, on est dans du mauvais journalisme. Je vais prendre un autre exemple qui vous concerne directement. Nantes est pire que Bogota en termes de sécurité. Ça vous fait sourire, donc vous avez dû voir passer ça. Et donc Nantes est pire que Bogota en termes de sécurité. Donc là vous vous dites, mais c'est bizarre, moi j'habite Nantes, et donc j'ai pas l'impression, enfin j'ai peut-être jamais été à Bogota, mais j'ai pas l'impression que ce soit quand même Bogota, même s'il y a des problèmes. Et donc ça vient d'un palmarès publié par Figaro, fin septembre. Et ce palmarès, donc l'art zététique, l'art du doute. Quelle est la méthodologie? Donc la méthodologie, c'est tout simple, c'est une reprise d'un site, je ne rappelle plus le nom exactement. C'était un des ex-pays de l'Est, peut-être Serbie. C'est un site qui est hébergé en Serbie, mais le nom, je ne l'ai plus en tête, peu importe, et donc qui réalise des sondages sur la base de déclaratifs. Et donc vous pouvez participer et dire est-ce que votre ville est sécure ou pas? Est-ce que vous avez un sentiment de sécurité dans votre ville? Est-ce que vous avez un sentiment de sécurité à Nantes, etc. Et c'est sondage monde entier. D'accord? Et donc c'est uniquement du déclaratif. Pour Nantes, il y avait de tête 150 réponses. Donc c'est pas un échantillon représentatif pour le moins. C'est non seulement du déclaratif, mais aussi un échantillon non représentatif. Et vous avez des phénomènes de manipulation fantastiques. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui, voyant ça, s'est mis à manipuler, à créer un bot, donc un petit robot, et à générer des votes contre Brest. Et Brest est remonté dans le classement et est devenu la pire ville du monde pour la sécurité. Voilà. Donc là, on est plus dans du mauvais journalisme que dans du fake news. Avez-vous des questions pour Jacques? On va faire une première session de questions. Allez-y. Moi j'avais une question, est-ce qu'on peut douter de tout? Parce que est-ce qu'il n'y a pas des faits, des choses qui sont irréfutables, incontestables et justement dont on n'aurait pas à douter? Par exemple, sur le climat, le GIEC est encore contesté à l'heure actuelle, alors que normalement il ne devrait pas l'être. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que ça touche à la complexité du monde. C'est-à-dire qu'on est obligé à un moment de se fier à des gens dont on estime la parole crédible. Voilà. Et donc moi, je ne suis pas un spécialiste du climat, mais je crois au rapport du GIEC. Je crois au rapport du GIEC parce que je sais comment les gens du GIEC travaillent, je sais combien ils sont, je sais comment leur rapport est validé et contre-expertisé. Et donc, il y a toujours un petit doute, mais j'estime que le doute est très limité, et donc j'y vais. Et donc j'écoute. Voilà. C'est un peu comme moi, par exemple, je vous parle, est-ce que vous allez me croire? Qui vous dit que je ne vous raconte pas des bêtises? Voilà. Donc votre jugement
eh ben, vous allez avoir un jugement. Déjà, vous allez le sentir. Vous allez dire, tiens, ce gars-là, il a l'air sérieux, il a l'air sincère. J'ai plutôt tendance à le croire. Voilà. Donc ça, c'est une première approche. Après, vous dites, bon, il a 30 ans de métier, il est passé par des titres sérieux, donc j'ai plutôt tendance à le croire. Voilà. Donc je vais avoir un niveau de crédit qui normalement devrait être correct. Est-ce que vous allez ingurgiter tout ce que je vous ai dit? Ben, je ne vous le recommande pas. Mais je pense qu'il y a une part importante de crédit. Voilà. Sinon, vous ne seriez pas venu. Mais vous pouvez aller vérifier des choses. Peut-être que j'ai dit des bêtises aussi, involontairement. Hein. Donc c'est toujours laisser une petite place au doute, mais à un moment, il faut quand même faire confiance à des instances, à des paroles d'experts, parce que sinon, je ne sais pas comment on vit. D'autres questions? Allez-y. Bonsoir. Alors, j'ai un parcours un peu différent du vôtre, mais je pense que j'ai aussi cultivé le doute et la vérification. Je vous ai trouvé très indulgent par rapport à nos médias classiques. Je pense que vous n'avez pas évoqué les doutes qu'on peut avoir dans la diffusion des informations actuelles sur les grands sujets. On pourrait évoquer l'Ukraine, le Covid, où il y a eu des manipulations, des non-informations, des informations cachées. Et je pense que c'est aussi important de citer cet aspect de l'information générale. Oui, vous avez raison. Donc j'en ai pas parlé, parce que je me suis plutôt concentré sur d'où ça vient, comment ça marche, comment on peut lutter. Maintenant, on peut l'étendre au dysfonctionnement médiatique. Donc ça, c'est quasiment une autre conférence, mais je vais vous répondre. La planète médiatique fonctionne mal. Elle dysfonctionne. Elle dysfonctionne parce qu'elle est en crise. C'est-à-dire que je vais là encore vous mettre en avant un chiffre qui va vous surprendre. En nombre de cartes de presse, et qui est le meilleur étalon, il est un peu approximatif, mais c'est le moins mauvais étalon, on va dire, qu'on ait pour mesurer la profession, on baisse depuis 2009 en France. C'est-à-dire que vous avez dans un pays démocratique, sophistiqué, de moins en moins d'enquêteurs, de moins en moins de passeurs, de moins en moins de vulgarisateurs, de moins en moins de gens qui peuvent aussi vous aider à lutter contre les fake news. Il y en a une partie qui font que ça à longueur de journée, on pourra en parler aussi. Donc déjà en nombre, vous avez moins de personnes. Après, vous avez l'impact des réseaux sociaux qui vient perturber considérablement la planète médiatique parce que ça s'emballe à une vitesse incroyable. Et donc, quand ça va trop vite, on ne vérifie plus, on vérifie moins. On produit à toute vitesse. Donc ça, c'est une autre répercussion. Après, il y a le mimétisme. C'est-à-dire que c'est un métier de copieur. C'est-à-dire qu'on se regarde les uns des autres, et on n'a qu'une peur, c'est le ratage. Donc, l'information, ça évolue en permanence. Donc, vous imaginez, pour un journaliste, il doit toujours tout savoir et être au courant des dernières infos. Donc, il court toujours sur la crête de la vague, et donc, eh bien, il se réfère à des médias dominants, en l'occurrence, plutôt Le Monde ou Le Parisien, qui sont un peu la matrice des autres. Donc, on se copie, et du coup, on s'atrophie. C'est-à-dire que vous avez une pensée unique qui émerge. Hein. Et donc ça, c'est encore un problème. Et la pensée unique, vous la retrouvez en contre-pensée, par exemple sur la vaccination. La vaccination, c'est fascinant. C'est-à-dire que la France est un des pays les plus sceptiques par rapport à l'intérêt de la vaccination. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu d'enquête de fond sur l'industrie, enfin j'exagère un peu, il y a eu peu d'enquêtes sur l'industrie pharmaceutique, par exemple, sur le lobby pharmaceutique. Donc ça, c'est encore une distorsion. Donc plus vite, moins d'argent, moins de journalistes, mimétiques, connivants. C'est-à-dire que vous avez une suspicion, souvent réelle, enfin, et compréhensible, on va dire, du public, de vous, par rapport aux journalistes qui ne sont pas indépendants, au sens qu'ils sont trop dans le politiquement correct, ils épousent trop l'idée dominante, et ils sont connivants. C'est-à-dire, ils sont dans l'élite,
et ils partagent la vie de l'élite, et ils épousent les thèses de l'élite. Hein, ils n'ont plus le recul critique. Et ça, c'est en partie vrai. Il y a beaucoup de journalistes qui s'illusionnent d'être importants parce qu'ils côtoient des gens importants, entre guillemets importants, et qui sont malheureux d'ailleurs le jour où ils perdent leur poste parce que plus personne les appelle, alors qu'ils avaient l'impression que c'était eux qui étaient importants. Donc ça, c'est un dysfonctionnement habituel dans le monde médiatique. Moi, j'ai croisé beaucoup de ministres, mais ça m'a pas changé ma vie, je m'en fous, moi. J'étais très heureux d'interviewer des ministres, ou des ouvriers, ou des migrants, ou des agriculteurs, voilà. Mais il y a quand même dans les journaux une sorte de hiérarchie avec le journaliste politique, qui est un peu la figure dominante, et qui est très proche, en fait, du monde, qui est trop proche du monde sur lequel il écrit. Hein, voilà. Donc, après, je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans le détail sur l'Ukraine, sur le Covid, mais ça vous donne déjà quelques indications sur le dysfonctionnement médiatique. Donc, si je suis là, c'est aussi pour expliquer comment ça marche, pas pour excuser mes confrères, mais pour raconter que la situation est complexe quand même. C'est pas facile d'être journaliste. Je ne vous ai pas convaincu. Non, pas du tout. Ouais. Mais, relayez si vous voulez. On va pas faire un débat uniquement là-dessus. Mais si on peut prendre des faits quand même relativement clairs, si on prend le Covid, le démarrage du Covid, enfin moi j'ai un parcours plutôt de consultant, de gestion des risques, d'analyse des situations, donc j'ai très rapidement vu qu'on relayait, je dirais, une pensée qui était la pensée du président, du ministre de la Santé, et qu'on n'allait pas véritablement sur une démarche d'investigation, celle dont vous parlez, pour ménager la santé des citoyens. Et du coup, on n'a pas lancé un certain nombre d'actions qu'on aurait pu lancer très rapidement en attendant le fameux vaccin. Je ne vais même pas parler du vaccin pour l'instant, mais vous voyez, ça, c'est quand même un fait extrêmement... moi qui ai fait beaucoup d'audits de situations, je peux vous dire que toute la presse a relayé une seule pensée, qui était celle de la pensée bien pensante, justement, du président. On pourrait dire la même chose sur l'Ukraine. Hein. Vous savez, les derniers événements qui se sont produits, on voit la presse se jeter sur des faits, des événements qui vont tout de suite discréditer la Russie. Alors, je ne suis pas du tout un pro-russe, mais moi, ce que j'attends, c'est qu'il y ait un sens critique, une analyse et des vérifications. Moi aussi. Et je vous ai répondu sur le dysfonctionnement de la galaxie médiatique. Je ne vous ai pas répondu sur le fond des enjeux. Si vous voulez que je vous dise qu'il n'y a pas assez d'investigation, je vous le dirai, parce que c'est pour ça qu'on a lancé Médiacité. C'était pour avoir le pas de côté et être entièrement libre pour pouvoir choisir nos sujets et les creuser autant qu'on peut avec nos moyens. Donc évidemment, il n'y a pas assez d'investigation. Après, est-ce que c'est délibéré? Est-ce que mes confrères ou consoeurs adoptent délibérément la position des puissants de façon manipulatoire? Je pense que c'est plus une défaillance de fonctionnement qu'une manipulation de public. Voilà. Mais on peut en débattre. Par rapport à l'information, en fait, l'information, elle est diffusée par un certain nombre de médias. Vous avez parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, et vous avez employé le terme d'influenceur. Déjà, moi, dans le terme, ça m'interroge. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas trop être influencé. Ensuite, vous avez parlé de journaliste. Donc, il y a des gens qui font un métier de journalisme, qui annoncent des informations qui sont vraies ou qui sont fausses. Les journaux, certains journaux, quand je parle des journaux, ça peut être la télévision, la radio ou autre, ont des journalistes, mais aussi ont des animateurs. Et on s'aperçoit que le mélange entre les deux est extrêmement nocif. C'est-à-dire que on a des journalistes qui vont informer, on a des animateurs qui sont des histrions, mais qui ont une espèce de vernis journalistique, et puis on a une presse d'opinion qui ne dit pas son nom, mais par contre qui a un poids excessivement important,
notamment à travers des médias qui sont, vous avez parlé des multinationales, mais en fait, la plupart des médias en France, ce sont des milliardaires qui les détiennent. Et derrière, l'indépendance de la presse peut être largement mise en cause, sachant que, on a parlé d'émotion, mais ce qui nous manque beaucoup, au-delà du doute, c'est un petit peu d'intelligence. Alors, on a toujours besoin d'intelligence. Là aussi, je ne peux que vous rejoindre. Donc, il y a plusieurs questions dans votre prise de parole. La première, c'est la confusion entre l'info et le loisir, et l'entertainment. Et donc, vous avez des profils comme, par exemple, Cyril Hanouna, le plus connu d'entre eux, on ne sait plus trop s'il est journaliste ou pas journaliste. Voilà. Donc, ça pose la question, qui est journaliste? Et il se trouve que c'est une profession du flou, c'est-à-dire elle est très mal définie. Elle est définie essentiellement par un critère salarial. C'est-à-dire que pour être journaliste, il faut gagner plus de 50% de ses revenus par une entreprise de presse. Voilà. C'est limité. Hein. Alors pourquoi c'est flou? Parce qu'il faut que ce soit une profession libre d'accès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que des diplômés de Sciences Po qui deviennent journalistes, et qui fassent une école de journalisme et qui deviennent journalistes. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un pourrait rentrer dans cette profession pour exercer son métier, même sans diplôme, pourvu qu'il respecte les canons de la déontologie journalistique, et comme ça serait beaucoup plus représentatif de la population française. Et ça, on a un problème, voilà, c'est à la fois de moins en moins facile d'y entrer, de plus en plus précaire au départ, et on joue sur le flou. Voilà. Donc Cyril Hanouna, par exemple, n'est pas journaliste, puisqu'il gagne beaucoup d'argent en étant producteur de sa propre émission. D'accord ? Donc il n'est pas journaliste, mais dans l'opinion publique, il peut être perçu comme journaliste. Après, vous avez posé la question de la concentration et de la qualité de la presse qui découlerait de la propriété des médias. Donc c'est une question particulière et particulièrement importante en France. Pas uniquement en France, mais particulièrement en France. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de grands groupes de presse dont l'activité essentielle est la presse. C'est-à-dire que le premier souci que je vois dans la détention de médias par des gens milliardaires, comme vous le dites, c'est que c'est le cadet de leur souci. C'est-à-dire que leur activité essentielle, c'est autre chose que la presse, et que c'est un peu ce qu'on appelle leur danseuse. C'est-à-dire que ils ont chacun un intérêt différent à acheter de la presse. Pour eux, ça coûte rien. Et ils ont un intérêt soit d'influence idéologique, soit d'influence économique. L'influence idéologique, le meilleur exemple, c'est Bolloré. Parce que Bolloré, il est dans une conception ancienne, je suis propriétaire, je fais ce que je veux. Voilà, moi c'est classique qu'il le dit. Patrick Drahi, par exemple, moi j'ai quitté l'Express quand Patrick Drahi est arrivé. En fait, son envie, c'était de s'acheter une honorabilité économique, parce que son activité essentielle, c'était les télécommunications, c'était SFR en France. Et donc, SFR, on a besoin de la puissance publique. Donc, il a besoin de soigner ses relations. Et pour soigner ses relations, c'est très intéressant d'avoir un journal. Parce que, de façon réelle ou supposée, on a plus l'oreille des élus quand on est propriétaire d'un journal. Et on gagne en notabilité, parce qu'il y a une petite rengaine qui était nauséabonde de Patrick Drahi qu'on n'avait pas vu venir, et qui était à moitié juif, encore une fois, parce qu'il est franco-israélien. Donc le problème essentiel, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de groupe constitué dont l'énergie est de développer une activité, on va dire, éditoriale. En Allemagne, vous avez le groupe Bertelsmann, qui est un groupe qui fait que de la production intellectuelle, télévisée ou écrite, peu importe. Springer, c'est pareil. Au Japon, vous avez le groupe Nikkei qui fait que ça. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Après, quand on parle concentration milliardaire, la réaction, c'est de dire ils sont contrôlés, c'est-à-dire ils écrivent les journalistes sous la dictée. Voilà. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est très rarement le cas,
Mais ce qui est très courant, en revanche, et dont on parle très peu, c'est l'autocensure. Voilà, l'autocensure, c'est-à-dire que quand on arrive sur un secteur touchy, difficile, dont on pressent qu'il peut y avoir des difficultés, eh ben, on ne va pas au bout de la logique journalistique, c'est-à-dire on s'entrave. Voilà. J'aimerais pas être journaliste aux Échos et couvrir le secteur du luxe, par exemple, puisque le propriétaire des Échos est le patron de LVMH, entre autres, Bernard Arnault. D'accord ? Donc l'autocensure est pire que la censure. Enfin, c'est deux mots pernicieux et il ne faut pas oublier l'autocensure. Enfin, il ne faut pas avoir un raisonnement simpliste de l'influence. Voilà. Et après, ce que je veux dire, c'est le défaut de pluralisme. Ça, c'est grave. Parce que si tout le monde se copie, le mimétisme dont je vous parlais tout à l'heure, et s'il n'y a pas des paroles différentes et des gens qui enquêtent dans des directions différentes, vous allez avoir un mal fou à vous forger votre propre opinion. S'il y a un appauvrissement de la presse, c'est dangereux pour votre intelligence. Et c'est particulièrement le cas en région. Parce que, historiquement, vous avez eu un partage du territoire entre des grands journaux. Vous les connaissez, hein, donc ici c'est un peu particulier parce qu'il y a deux journaux mais du même groupe, mais dans la plupart des endroits, vous n'avez qu'un grand journal dominant. Quand vous êtes en position quasi monopolistique, il y a des conséquences. Les conséquences, c'est qu'en gros, vous ne prenez pas de risque parce que vous n'avez pas de risque à prendre puisque vous êtes en position acquise. Donc vous n'allez pas forcément enquêter et vous fâcher avec des gens, pas d'intérêt. Vos journalistes, ils n'ont pas envie d'avoir de problème parce que s'ils veulent retrouver un emploi, ça va être très compliqué puisqu'il n'y a qu'un bon journal. D'accord ? Donc quand on a fait fonder sa famille, on ne veut pas d'emmerde. Ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que donc si vous n'avez pas de pluralisme, d'émulation, c'est mauvais pour la presse et c'est mauvais pour le lecteur. Et ça, pourquoi j'en parle avec force ? Parce qu'on a créé la médiacité, parce qu'on a constaté que la situation hors de Paris était particulièrement problématique, et on s'est dit, mais on va le mesurer. Et on a travaillé pendant 2 mois, il y a une personne qui a travaillé pendant 2 mois pour essayer de faire une photographie de la situation. Et au bout de 2 mois, on a interrogé tous les médias locaux, quelle que soit la périodicité, et on a vu comment ça avait évolué sur 10 ans. Donc on a étudié la période 2009-2019. Et on a eu 3 grands résultats. Le premier, c'est que en emploi, en effectif, ça avait diminué de 12,5%, donc il y a moins de journalistes. Le deuxième résultat, c'est qu'il y avait au minimum 308 agences locales qui avaient disparu. C'est-à-dire que le maillage du territoire est de moins en moins fin, parce qu'on fait des économies d'échelle, on ferme des agences, et donc du coup la couverture médiatique est défaillante, quelque part, elle est moins fine. Et le troisième résultat, c'est qu'on a regardé justement cette question du pluralisme par département. Notre critère, c'était dans quel département y a-t-il encore 2 titres issus de 2 groupes différents. En 2009, il y en avait 34 départements, en 2019, il n'y en avait plus que 17. D'accord ? Donc, il y a un souci. Il y a un souci d'atrophie, de défaut de densité. Aux États-Unis, c'est problématique aussi. Il y a des endroits où il n'y a plus de journaux. Voilà, il y a des déserts éditoriaux. En France, on n'est pas encore là, mais c'est quand même, on y va, quoi. On y va. Donc, pourquoi c'est problématique ? Parce que vous êtes au courant de l'information qu'on vous donne. Mais il y a 1000 informations qui sont peut-être beaucoup plus intéressantes, mais sauf qu'on ne vous les a pas données. Voilà. Et donc votre perception du monde dépend de votre opinion info. Et donc vive le pluralisme, parce qu'il faut varier les sources. Nous, par exemple ici, on a fait une grosse enquête sur Audencia, vous en avez peut-être entendu parler. Personne n'aurait pu faire cette enquête sur Audencia. Personne, je le dis tranquillement. Il y a un correspondant de Ouest France, je ne sais plus où il est dans la salle, et s'il n'est pas d'accord qu'il intervienne, mais je prétends que Ouest France n'aurait pas pu faire cette enquête.
pour une raison que c'était une institution Audencia, c'est la grande école de commerce nantaise, donc c'est difficile de s'affronter à une institution. Et donc nous, on a construit au maximum de notre liberté. Alors je pourrais vous raconter dans les détails, mais en gros, les fondateurs, c'est des journalistes et on est majoritaire au capital. Déjà, ça commence bien. Ensuite, on n'a pas de pub, donc ça c'est pas mal aussi. Et puis voilà, c'est des journalistes à la tête du journal, donc ça aide aussi. Donc Audencia, en gros, il se passe quoi? Il se passe qu'il y a une direction qui a un management toxique et sexiste, voilà, c'est les termes qu'on a utilisés, mais c'est appuyé sur énormément de témoignages, il y en a une cinquantaine, c'est très, très argumenté, et il y a le directeur adjoint qui finit par démissionner parce que la pression était trop forte, parce qu'on a réussi à imposer une sorte de rapport de force, on a écrit plusieurs articles, ça a été repris sur France 3 Région, dans Le Monde, etc. Et donc voilà, donc on a pu faire avancer quelque chose, parce qu'il y avait un petit média, Médiacité, qui était présent à Nantes, qui était en capacité, qui avait la liberté de le faire. J'étais long, excusez-moi. Allez-y, et puis après on fera la petite pause. Mediapart et Médiacité, donc il y a deux liens. Il y a un lien capitalistique, mais ils ont 3% du capital. Donc ça situe exactement le niveau, c'est-à-dire qu'on est libre chez nous. Mais ils ont fait un... En gros, ils ont investi 50 000 € au départ pour nous aider. Ils nous ont toujours dit, on ne veut pas vous acheter, c'est pas notre truc, etc. Mais on veut vous aider parce que vous avez le même modèle que nous, vous voulez faire de l'enquête, et on y croit, et vous êtes la presse indépendante. Voilà. Mais moi, je suis parfois un peu gêné par Mediapart, donc c'est pas le même positionnement, c'est le même modèle économique, on s'entend bien. Le deuxième lien, c'est qu'on s'échange des articles. C'est-à-dire qu'ils nous reprennent les articles et parfois on reprend des articles. En fait, ils nous achètent des articles. Voilà. Mais on est indépendant. À propos de la source de l'information, est-ce qu'il y a une évolution notoire des agences de presse, type Reuters, AFP, etc. Quel est leur rôle aujourd'hui? Donc je suis obligé d'expliquer ce qu'est une agence de presse, parce que dans le monde médiatique, il y a des acteurs dont on parle très peu, qui sont des grandes agences de presse qui produisent des dépêches d'agence. Et ces dépêches d'agence, c'est un peu comme la matière première dont se nourrissent des journalistes rattachés à des rédactions. Et parfois, ils se contentent des dépêches, parfois, ils s'appuient sur les dépêches et ils complètent avec leurs propres informations, et ça donne des articles. Parfois, c'est signé avec l'AFP, par exemple, parfois, c'est pas du tout signé, peu importe. Les journaux achètent un forfait, donc ont accès à ces dépêches. Dans le monde, il y a essentiellement 3 grandes agences. Associated Press, Reuters et AFP. Donc on a la chance, en France, on a une des 3 grandes agences mondiales. Donc elles sont biberonnées, enfin l'AFP est biberonnée aux subventions publiques, donc ça pose un petit problème, mais ça reste quand même un média avec du crédit. Reuters, pour s'en sortir, c'est plutôt orienté vers l'économie, vers le monde et l'information en bourse. Commence à évoluer. Déjà, il n'y en a plus que 3. Avant, il y en avait plus. Voilà. Ils ont dû fermer des bureaux, donc la maille, la couverture territoriale est moindre. Donc c'est un peu le même phénomène que je vous expliquais pour le local. Vous avez des pays où il n'y a plus de représentants de l'AFP. Par exemple, pour avoir des informations sur le Soudan, vous le lever bonheur. Hein. Il n'y a pas beaucoup de journalistes ce soir. Et un jour, j'ai été dans les locaux de RSF, Reporters sans frontières. Il y avait un tas de gilets pare-balles. Et en fait, les pigistes, donc c'est des journalistes indépendants, qui ne sont pas rattachés à une rédaction, qui venaient à RSF avant de partir sur les zones de combat pour récupérer un gilet pare-balles et partir. Et donc après, ils essayaient de vendre leurs articles ou leurs images. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a des rédactions qui ne prennent plus de risques sur les zones de conflit. Voilà. Donc j'ai du mal, c'est pas mon univers, j'ai du mal à être plus précis, mais ça s'atrophie un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement. C'était quand même la base avant, et je voulais savoir si avec justement toutes les informations qui viennent de partout, et avec les réseaux sociaux, etc., si ça avait diminué le poids des agences. Oui, bien sûr, ça a concurrencé. C'est-à-dire que
il y a des informations qui viennent de blogueurs ou sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'informations qui filtrent comme ça. Donc l'utilité d'une agence de presse est moins évidente. Et en plus, il y a le problème économique. Donc il y a pas mal de journaux qui coupent leurs abonnements. Donc le système de couverture mondiale par les agences de presse s'affaiblit. Une petite pause, 10 minutes. Le bar est ouvert. Voilà, le bar est ouvert et puis vous pouvez aussi venir feuilleter, regarder et acheter la revue Place Publique, qui est une revue trimestrielle qui raconte la métropole et l'estuaire entre Nantes et Saint-Nazaire. Il y a les 3 derniers numéros, il y en a sur des thèmes qui vous concernent aussi à La Chapelle-sur-Erdre. Il y en a une sur la métropole qui grossit, que se passe-t-il, que fait-on, un autre sur Nantes, la ville et la mer, le rapport nantais, de l'agglomération avec l'océan. Et puis le dernier numéro sur, on a choisi, c'est un numéro plus politique, sur la droite. Est-ce que en Loire-Atlantique et dans la métropole, est-ce que c'est la fin d'une histoire ou y a-t-il un rebond? Alors les municipales sont encore loin, mais ça peut faire de la lecture avant ces municipales de 2026. 10 minutes à peu près de pause.